Bonjour tout le monde, mon nom est Julie Larochelle. Je suis super contente de pouvoir participer au mois de l'autisme et faire cette petite conférence. Je suis TSA, donc autiste Asperger, et aujourd'hui je vais vous parler de mon vécu et tout ça en lien avec le profil féminin. Donc, pour commencer, euh, je vais vous parler d'une question qui m'a hanté longtemps, qui est la question, mais qui suis-je? Qui est Julie au juste? C'est une question que je me suis posée, voire des centaines, même des milliers de fois. C'est une question qui a hanté mon adolescence, une partie de ma vie adulte. C'est aussi ce qui m'a amené à chercher des réponses à certains de mes comportements. J'ai aussi découvert pour la première fois en 41 ans, je crois, depuis avoir eu mon diagnostic, euh, quelle était la meilleure version de moi-même. Donc, je suis de nature curieuse. J'aime aussi savoir où je m'en vais. J'aime prédire le plus possible ce qui va se passer dans mon entourage et dans mon environnement. Je suis une personne aussi qui est verbomoteur et ce depuis la vingtaine. On dirait qu'on a ouvert le robinet puis c'est jamais refermé. Je suis très axée sur le savoir. J'ai beaucoup d'imagination. J'aime aider mon prochain. Je réfléchis trop et je suis une personne rationnelle. J'ai surtout un grand cœur, puis je crois au partage du savoir et de l'entraide. J'ai un sens de l'humour unique, puis une capacité à faire des liens avec des choses qui normalement en ont pas. L'être humain m'intrigue beaucoup, autant dans toute sa splendeur qu'avec toute son horreur. Et je vous dirais que ça m'a probablement amené à faire le métier que je fais maintenant. Je suis éducatrice spécialisée pour le CISA. Mon conjoint, lui, il me décrit comme une personne intègre, entêtée, sincère. Il dirait probablement que je suis rigide aussi sur les règles, mais que j'ai un grand cœur avec un bon fond. Euh, j'ai passé une bonne partie de ma vie à me sentir en décalage avec les autres, d'avoir l'impression de ne pas être à la même place que tout le monde, de vivre hors contexte, d'être un extraterrestre. Au fond, cette impression-là me suivit depuis la tendre enfance jusqu'à ma quarantaine. Je dirais que déjà vers l'âge de 9 ans, je me rappelle être consciente de cette différence-là, étant donné mes goûts, mes intérêts. À l'adolescence, ce sentiment-là, il a fait que grandir. Je me rappelle particulièrement que vers l'âge de 14 ans, j'ai passé des heures, voire des journées entières, peut-être même des semaines et des mois, avec un cahier à noter les comportements des gens autour de moi, donc de mes pairs à l'école. Au fond, j'observais ce qu'ils faisaient pour essayer de comprendre parce que je voyais que je comprenais pas le sens des interactions sociales et le sens de la hiérarchie sociale qui régnait au secondaire. Euh, pour moi, la façon de fonctionner de la société au secondaire, c'était incohérent. Je comprenais pas qu'on pouvait glorifier certains comportements puis en rabaisser d'autres, hein. Parce qu'il y a une pyramide au fond là, hiérarchique avec les populaires, puis les rejets, puis tout ce qu'il y a dans le milieu. Puis la société, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous dit, ben, tu dois rentrer dans le moule, hein, tu dois rentrer là-dedans quelque part. Et moi, ça, je comprenais pas comment faire. J'avais beaucoup de difficultés à saisir ce qui faisait que les personnes étaient classées et où. Ça m'a amené beaucoup, beaucoup de réflexion, m'a amené aussi beaucoup de peine parce que une des idées que j'ai en mémoire du secondaire, c'est d'avoir pleuré beaucoup dû à l'anxiété de vouloir être reconnu être quelqu'un. Hein, parce qu'on sait, le secondaire, c'est une période où ce qu'on se cherche comme personne. Donc, si en plus on a vraiment l'impression de ne pas trouver sa place, c'est encore beaucoup plus difficile. Pour moi, certaines des façons de faire des autres, c'était carrément là, incohérent, ça fitait pas. Entre autres, tu sais, de me dire, moi, je suis les règles, je fais ce qu'on m'a demandé. Depuis tout petite, je respecte les règles, je suis respectueux envers les adultes, je suis les consignes, j'ai des bonnes notes, je sais ce qui est attendu de moi, et encore là, je rentre pas dans le moule. Donc, c'est sûr et certain que ça a amené beaucoup de questionnements. Par chance, secondaire a aussi quelques bons souvenirs, entre autres ma petite gang de nerds ou de geeks qu'on dirait de nos jours avec lesquels je me tenais, qui aussi était beaucoup axé sur le savoir, le plaisir du savoir et avec lesquels j'ai eu des bons moments.
Et mettons que grâce à eux, le secondaire a été agréable et vivable. Donc, j'étais perçue comme une personne des fois étrange par certains, rejet par d'autres. Par contre, j'ai toujours choisi le voie de l'acceptation de moi-même puis de persévérer malgré tout ça. J'ai vécu de l'intimidation comme plusieurs TSA peuvent vivre. Se faire rire de soi en public, être pointé du doigt pour des maladresses ou des choses comme ça, ou pour des différences, ou pour des choses qui pour nous paraissent anodins, mais que pour les autres, finalement, bon, ça a l'air que tu as l'air étrange parce que tu fais tel mouvement, tel geste ou telle chose. Comme je dis, j'ai choisi, moi, de foncer malgré tout. Je me suis impliquée beaucoup. Donc, le secondaire a été rempli d'essais quand même, démontrer que j'étais capable de faire des choses, que ce soit faire des cartes leadership, m'impliquer dans des comités, faire du théâtre, tout ça. Secondaire aussi, c'est la période où est-ce que la séduction commence, hein? On s'intéresse parfois aux garçons, aux filles, etc. Euh, pour moi, ça, c'était une énigme. J'ai toujours eu l'impression qu'au secondaire, les gars ne s'intéressaient pas à moi. J'ai eu quelques petits chums vers la fin du secondaire 5, là, mettons, mais je comprenais pas trop où je me situais là-dedans. C'est trop drôle parce que, petite anecdote, j'ai un ami avec lequel j'ai eu une discussion il y a quelques années quand j'ai commencé mes processus là, pour le diagnostic, qui me dit, oui, mais Julie, on te trouvait intéressant, là. C'est juste qu'on dirait que toi, tu t'en rendais pas compte. Donc, les mécanismes de séduction, la genre de danse autour de ça, pour moi, c'était pas clair. Euh, je dirais que ça l'est plus, mais ça l'est toujours pas clair à 100%. Donc, c'était quelque chose pour moi qui était là, mais pas là en même temps. Euh, Par rapport à l'adolescence, j'ai eu un rapport étrange euh, en lien avec la vision que j'avais de ce qu'était l'adolescence. J'ai choisi de pas faire de grosses crises d'adolescence. Moi, je jugeais ça inutile, improductif. C'était encore cette capacité de rationaliser, d'analyse, de ramener au terre à terre. Je voyais pas à quoi ça servait tout ça. Euh, je me disais que ça servait à rien, que ça ramenait rien de plus. Donc, ce que j'ai fait au fond, c'est que je me suis dit, je fais ce que moi rentre dans mon cadre, dans mes valeurs, dans ce que moi, je suis bien comme fonctionnement. Après le secondaire, c'est sûr que ça a été, bon, le cégep. Le cégep a été intéressant, hein. C'est une période où on fait aussi des expériences au cégep. C'est à cette époque-là où est-ce que je me rappelle dans un bar un soir, des gens qui me parlaient pas beaucoup, avec qui j'avais été à l'école, qui pour une première fois viennent me voir, puis finalement je passe la soirée avec eux, on rit, on a du plaisir, puis ils me disent Hey Julie, t'es drôle, hein? Quand tu viens veiller, puis petite soirée de même, t'es intéressante, on te connaissait pas, du moins on te connaissait pas comme ça. Et c'est là que j'ai fait ok, quand je bois, ben, il y a un petit quelque chose qui tombe, j'ai plus de facilité à rentrer dans le moule. Donc, il y a eu une époque où j'ai bu quand même beaucoup. Euh, donc, c'était une façon d'essayer de passer en société. Toutefois, toutes les choses que j'ai fait, et même mon cégep, c'est très drôle quand j'y repense. Je me dis souvent, je me disais, bon, je suis prêt à essayer des choses, je vais sortir plus tard, rencontrer des nouvelles personnes, mais tous les choix que j'ai faits, je le faisais toujours en me disant consciemment que je le fais pour moi, pas pour les autres, et je voulais pas mettre les autres en danger, ni créer que ce soit de l'inquiétude ou de l'insécurité de la part des gens qui sont dans mon entourage. Donc, je le faisais toujours avec une conscience des règles, avec une conscience d'un certain cadre. Donc, et ce cadre-là, pour moi, était important. Ce qui m'amène à vous parler du camouflage et de moi, le caméléon. Au fond, c'est un des traits des Asperger qui est très, très présent et surtout chez les filles. C'est ce qui fait que les filles sont sous-diagnostiquées. Beaucoup aussi les passent en dessous du radar. Au fond, le camouflage, être le caméléon, c'est important parce que c'est la façon souvent qu'on finit par opter pour pouvoir justement rentrer dans le moule. Sauf que c'est épuisant. C'est très, très épuisant, c'est très demandant. Au fond, moi, je m'en étais jamais rendu compte
jusqu'à ce que je commence là, mes démarches personnelles de diagnostic et tout ça. Mais c'est épuisant. Ça fait en sorte que des fois, on se fait un peu violence à nous-mêmes, fait en sorte qu'on va adopter des comportements qui ne cadrent pas tout à fait avec nous, tout ça pour avoir une certaine place dans la société. Donc, pour pouvoir entrer en relation avec les autres. Parce que oui, c'est pas parce qu'on est autiste qu'on ne veut pas socialiser. La majorité d'entre nous, ben, on veut socialiser, mais à notre façon. Donc, pour être le caméléon, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est que on va lire, on va écouter, que ça peut être des sitcoms, des films, etc. On va regarder les gens autour de nous et on va adopter certains des comportements qu'on voit et qui fonctionnent pour les autres. Donc, on se fait un genre de registre dans notre tête de choses qu'on peut utiliser dans X, Y situation. Par contre, ça ramène aussi son lot de problèmes, ça amène de l'anxiété. Parce que ce que ça fait en sorte, c'est que comme mécanisme compensatoire, ce qu'on a en arrière là, dans la tête, c'est toujours se dire, ben là, je fais quoi là? Je fais le A, le B, le C, ou encore, ça fait en sorte qu'on va penser beaucoup d'avance avant de faire quelque chose. Et on a toujours l'impression, encore là, d'être en décalage. Donc, cette impression de décalage que j'avais, probablement, venait du fait que je me camouflais, sans m'en rendre compte. Je veux vous parler du monde des émotions et du ressenti. Parce que contrairement au mythe qui est encore malheureusement très, très, très gros partagé, les autistes manquent d'empathie. Mais non, mais pas du tout. Je manque pas d'empathie. J'ai des émotions. J'en ai beaucoup, même parfois beaucoup trop. Toutefois, je rationalise beaucoup de choses. Petite anecdote, je me rappelle d'avoir eu des discussions avec ma sœur quand j'ai commencé à faire les tests et tout ça pour mon diagnostic et d'avoir des discussions avec elle qui me disait ah mon Dieu, des fois j'avais l'impression là que tu étais sans cœur par moment quand je te parlais de certaines choses quand j'étais adolescente. Elle dit, mais là, je réalise que tu rationalisais beaucoup les choses, tu les ramenais à des choses, à des faits qui étaient concrets pour toi. Et l'autre chose que je faisais en faisant ça, c'est que vu que je comprenais pas la norme sociale qui s'applique à ça, ben, j'allais chercher dans mon concret à moi des réponses par rapport au registre que moi j'ai à l'intérieur. Donc, je pouvais passer pour quelqu'un qui peut être froide ou sans cœur ou pas à l'écoute tout simplement de ce qui se passe chez l'autre, mais c'est pas du tout l'intention qu'il y avait en arrière de ça. Puis, l'autre chose est aussi que au niveau du monde des émotions, je me rappelle que très jeune, je me faisais souvent dire ouh, tu es une petite sensible, toi. Oh, t'es émotionnelle. Et oui, t'es une petite sensible parce que plusieurs d'entre nous ont cette capacité d'être éponge et de ressentir un peu trop. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Ressentir des bonnes choses, c'est toujours agréable, mais quand on ressent des énergies beaucoup plus négatives, je dis énergie, là, mais c'est au fond, c'est des émotions, que mon cerveau, lui, se met à analyser tout ce qui se passe autour et que je suis assis en salle de réunion et que là, je fais, t'as vu, il y a de quoi qui ne fit pas? Oh, OK, il y a un conflit entre telle et telle personne que j'étais pas au courant, ça me regarde pas, mais en même temps, je le ressens, ce conflit-là. Des fois, ce que ça faisait en sorte, avant que je sache que c'était ça, c'est que ça m'envahissait, puis je comprenais pas pourquoi je sentais cette émotion ou cette chose ressurgir en moi. L'autre chose, c'est que longtemps, j'ai été mélangée entre la colère, la tristesse, tout ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? L'émotion que ça amène en dedans de moi, j'aime pas. Bon, je pleure quand je suis choquée, je pleure quand je suis triste. Bon, je pleure pour tout, je pleure pas. Ça sert à quoi? Je suis chanceuse parce qu'avec le temps, moi, j'ai été capable de comprendre, bon, ma colère à moi, elle est comme ça, ma tristesse à moi, elle est comme ça. Voici comment je la vis et aussi voici comment que je la transmets, comment je la gère aussi. Donc, j'ai été capable avec le temps de mettre des mots et les comportements et les sensations appropriées par rapport à ces émotions-là, mais par rapport à moi. En passant, c'est un petit truc ça dans la gestion des émotions, là. Y aller avec la gestion de la personne, sa perception, son ressenti. L'autre chose qui est super important par rapport au ressenti des émotions, c'est sûr que c'est l'anxiété. Dans les problèmes associés à l'autisme, beaucoup d'anxiété, suivi de beaucoup de dépression, de périodes dépressives. Au fond, cette anxiété-là peut être due pour bien des raisons. Euh, Moi, la mienne particulièrement est l'idée de ne jamais être certain si je dis la bonne chose, avoir peur d'être
trop transparente, trop honnête, trop directe, avoir l'air froide quand c'est pas le cas. Est-ce que j'étais allée trop loin? Est-ce que j'ai donné trop d'informations? Est-ce que j'étais claire? Est-ce que j'ai bien compris? Ça fait beaucoup à gérer. Cette anxiété-là peut sortir de différentes façons, là. Puis au fond, ce que ça fait, c'est que ça peut prendre quand même beaucoup de place, puis créer une certaine peur par rapport à certaines relations qu'on pourrait éviter là, éventuellement. L'autre chose, c'est qu'à la longue, à force de gérer ça aussi, ça peut amener des périodes dépressives, donc des périodes beaucoup plus difficiles à gérer, un besoin de s'isoler, un besoin d'être dans sa bulle. C'est trop drôle parce que, comme je disais tantôt, la société fait en sorte et dit qu'on se doit de fitter in, hein, faut rentrer dans le moule. C'est mal vu d'être seul, de vouloir être seul. Mais il y a des moments où on en a besoin aussi. Il faut aussi valider ça. Donc, pour moi, il y a des périodes où ça, c'est un besoin, un essentiel. Besoin de faire une bulle au complet. L'autre chose par rapport au ressenti, tout ça peut être toute la surcharge sensorielle. Euh, Au fond, de tout recevoir, que ce soit auditif, que ce soit visuel, que ce soit ressenti, que ce soit des odeurs, le goût, peu importe. Euh, Ça aussi, il faut le gérer. Il faut gérer. Puis moi, j'ai une super ouïe. Même si j'ai un oreille qui fonctionne pas, j'ai vraiment une super ouïe. Donc, j'ai de la difficulté à différencier les bons sons des mauvais sons. Euh, J'entends l'électricité, j'entends les crépitements des ampoules, surtout quand c'est des néons. Et ça, à la longue, ça devient fatigant parce que je dois essayer de faire abstraction de ça. Donc, moi, je suis quelqu'un que souvent le soir, là, surtout quand je suis seule avec mes enfants, mon conjoint n'est pas là, il n'y a pas de bruit là, dans la maison, la télé ne fonctionne pas. Ça va être des activités beaucoup plus relaxes, beaucoup plus mollo. Un aspect qui est important qu'on parle souvent, c'est les intérêts. Donc, souvent on dit les intérêts restreints. Moi, je trouve pas que mes intérêts sont restreints, mais j'ai des intérêts spécifiques par contre. Puis quand on rentre dans le vif du sujet de mon intérêt, ben, j'ai l'air en feu, puis je peux avoir l'air d'une passionnée ultra. Je peux même passer pour une bipolaire, hein. Il y a plusieurs TSA. Les femmes, surtout, ont des mauvais diagnostics, hein. Il y a une genre d'errance diagnostique. Et souvent, c'est drôle, c'est ce feu qui brûle en dedans de nous, ces passions, ces moments où on peut passer beaucoup de temps à quelque chose qui amène ça. Euh, Moi, mes intérêts, entre autres, c'est je fais beaucoup de crafting de toutes sortes. Je considère pas que je suis un artiste, mais j'aime ça. Je fais beaucoup de choses. Je tricote. J'ai cette capacité, comme je disais, de faire des liens avec des choses qui n'en ont pas des fois ou de déconstruire même des choses. Donc, au niveau du tricot, j'aime voir des choses, puis si j'aime une partie d'un patron puis d'un autre, je suis capable de trouver moyen, si les deux sont faits sur le même pattern au niveau des mailles, de fitter les deux ensemble puis de créer quelque chose. Euh, j'ai aussi la capacité de faire ça dans mon travail comme intervenante et c'est super utile. J'ai beaucoup d'intérêt pour les livres d'horreur au niveau surtout québécois et tout ça. J'adore, j'ai une bibliothèque incroyable. Je suis quelqu'un qui peut lire 2 à 3 livres des fois par semaine, là, quand ça va bien. Donc pour moi, ça, c'est mes intérêts. Plus jeune, les intérêts sortaient du lot là aussi parce que puis c'était encore un intérêt. J'aimais beaucoup la Deuxième Guerre mondiale. J'ai lu tout ce qu'il y avait à lire là-dessus. J'étais intriguée par le comportement humain, comme je disais. Donc, le comportement que les gens ont eu à cette époque-là, en lien avec tout ce qui s'est passé, qui c'était quand même affreux, pour moi, ça m'intriguait. Donc, souvent, si on parle de ces intérêts-là, ben, je pars en feu, puis je peux avoir l'air de quelqu'un qui est comme over the top, là, si on au fond, qu'est-ce qui m'a amené à mon diagnostic? Ben, c'est des conversations sur une longue période de temps puis des petits événements. Je vais vous en nommer un en particulier qui était vraiment un déclic pour moi. Euh, c'est très drôle parce que j'ai eu une conversation avec mon beau-frère qui est Hugues Bellumeur, qui est écrit, qui est l'auteur du livre Perdu, qui lui aussi était ça. Et on a cette conversation où il me dit, mais oui, mais Julie, toi aussi, t'as la fatigue. Quoi? T'as la fatigue. La fatigue. Ben oui, de la fatigue. Et ça, c'est resté. Et je t'en remercie, hein, Hugues, parce que ça m'a amené à une réflexion, mais plus loin. Puis, tu sais, on se disait, ouais, ouais,
La fatigue. Et là, je me suis mis à penser. Puis c'est important, parce que oui, il faut en parler de cette fatigue-là. C'est encore, je reviens à la surcharge, à l'anxiété. Et c'est pas une fatigue comme qu'on peut penser. C'est pas parce que j'ai fait un gros sport ou j'ai travaillé mentalement très fort que cette fatigue-là, elle est là. Mais il y a cette fatigue-là. Ça peut être dû aussi à de trop nombreuses interactions sociales où j'ai dû avoir accès à tout mon lexique de solutions et de façons de faire et d'interagir. Puis c'est drôle parce que ça se fait, veut pas, automatiquement, là, on le voit pas, qui fait en sorte que là, je suis fatiguée, ou cette impression que j'ai parfois, bon, j'étudie la bonne chose, j'ai marché sur des œufs toute la journée, parce que j'avais tout le temps peur d'être soit trop honnête, trop direct, encore une fois, que mon cadre personnel, ma rigidité ressorte trop, hein, d'être capable de doser ça. L'autre chose qui m'a amené à mon diagnostic, ben, c'est des événements, entre autres, des conflits dans un certain milieu de travail où il y a eu un conflit à un moment donné, puis moi, j'ai pas compris pourquoi on en a fait une grosse histoire. J'ai cette tendance à me dire, on a passé, c'est arrivé, on l'a solutionné, on passe à autre chose. Hein? Je comprends pas pourquoi tout le monde continue d'en parler. C'est fait, là, on l'a réglé, là. Euh, et ça apparaît régulièrement dans mon cheminement professionnel. Petite anecdote, entre autres, en stage, je vais toujours me rappeler à la Maison des Jeunes. Je dois rencontrer la directrice parce qu'elle me dit, là, Julie, il faut qu'on ait une discussion. Tu gères pas bien les heures d'entrée des jeunes sur l'heure du dîner. C'est midi, il faut faire les rentrées. Il faut les faire rentrer, c'est pas midi moins 10. Il va falloir que tu changes ça. Bon, OK, je change ça. Je me rappelle que quelques semaines plus tard, c'est ma rencontre d'évaluation de stage. On est assis et elle dit à la personne qui m'évalue, à la prof, bon, je comprends pas, Julie, elle n'a pas réagi trop quand j'ai dit ça, elle aurait dû avoir une réaction. Je m'attendais à quelque chose de sa part. Et là, moi, je me dis, mais je comprends pas pourquoi tu veux une réaction. C'est pas midi moins 10, c'est midi. J'ai changé la chose, ça finit là. C'est simple, c'est midi. Pourquoi j'en ferais quelque chose? Pourquoi j'en ferais un plat? Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des petites choses comme ça qui font en sorte que des fois, je comprends pas trop où on veut en venir et pourquoi on crée des événements avec des choses qui, selon moi, ne sont pas là, ne sont pas un réel problème. Ça revient encore à l'idée de vouloir ramener à l'essentiel, selon moi, à ramener à ce qui est réel, ce qui est rationnel, selon moi. Euh, Au fond, je trouvais important aussi de vous parler de moi, l'intervenante, hein. Qu'est-ce que ça donne un intervenant de TSA? Ça donne encore une fois quelqu'un des fois qui pense peut-être en dehors de la boîte, hein, un peu différemment, qui justement fait des liens avec des choses qui n'en sont pas, qui analyse beaucoup les choses, des fois qui prend peut-être plus son temps avec certaines choses. J'ai un cadre qui est très apparent. J'ai même une chef de service qui me disait ça, j'adorais ça quand elle disait ça, je l'aimais beaucoup. Elle me disait, Julie, toi, t'as un cadre, puis il est très apparent, t'es ultra transparente. La seule chose, c'est que des fois, il faudrait que tu le sois un peu moins. Je suis quelqu'un de très honnête et pour moi, l'honnêteté est super importante. Le non-jugement aussi. Non, j'ai pas. Ce que tu vis t'appartient, c'est à toi. Ça me fait penser, tu sais, je vous ai parlé de l'empathie, tout ça. Comme intervenante, je me rappelle au cégep, on est dans des ateliers, c'est justement de la relation d'aide et ça, j'y tiens encore. Me faire dire, faut se mettre à la place de l'autre. Moi, j'ai tout à fait, non, je me mettrai pas à la place de l'autre, je suis pas l'autre, je n'ai pas le vécu de l'autre, je ne suis pas l'autre. Et là, je dis, mais oui, il faut que tu te mettes à la place de l'autre. Oui, mais je suis pas. Puis je lui disais, ben non, mais là, c'est pas normal. Non, non, mais je suis pas l'autre, je peux pas être l'autre. Par contre, je peux écouter l'autre, je peux l'aider. J'ai un coffre à outils avec tout plein d'idées. Je peux aller là-dedans, je peux l'écouter, je peux me montrer, tu sais, empathique avec lui, mais je peux pas me mettre à sa place, je ne suis pas lui. Cette idée-là de se mettre à la place de l'autre de cette façon, parce que moi, je le prenais comme ça, hein. Donc, on parle ici de lecture littérale de la chose, de se mettre à la place d'eux. Pour moi, c'était impossible. Toutefois, écouter l'autre comme il faut, euh, et puis l'aider à placer des mots à la bonne place, puis être capable d'être à l'écoute de son ressenti. J'en reviens à cette capacité que j'ai de sentir les choses, donc mon petit sixième sens, ben, elle est là, mon empathie, puis elle est super utile à ce moment-là et m'aide beaucoup. Et je suis aussi une petite encyclopédie humaine.
C'est une des caractéristiques qu'on donne souvent aux Asperger. Oui, une petite encyclopédie humaine par rapport au domaine que moi m'intéresse, dans mes domaines de connaissances. Je ne suis pas une encyclopédie humaine sur le système solaire, mais je suis une encyclopédie humaine par contre par rapport à certaines choses dans le comportement humain et tout ça. Et c'est ma grande capacité de mémorisation qui est là, qui m'aide beaucoup là-dedans. Je vais vous nommer quelques caractéristiques spécifiques là, du syndrome d'Asperger, surtout selon Tony Attwood par rapport aux femmes. Puis vous allez voir que tout ce que je vous ai compté jusqu'à date rentre beaucoup là-dedans. Donc, une pensée analytique, un mode de vie structuré, un sens de l'engagement, une concentration élevée au travail. On est très, très caractérisé dans nos relations par l'importance de la loyauté et de l'honnêteté. Absence de préjugés. Comprendre et prendre aussi l'autre tel qu'il est. Dire vraiment les choses telles qu'elles soient, peu importe le contexte social puis les convictions personnelles. C'est cet aspect-là, moi, entre autres, qui m'a amené, quand j'ai réalisé ça, à aller voir plus loin là, par rapport à ma façon de gérer mes relations, à gérer mes conversations aussi avec les gens. Euh, Au fond aussi, être à l'écoute des autres sans jugement de valeur. Euh, Tony dit souvent, ils aiment pas le chit-chat, parler de tout et de rien. Euh, c'est vrai que de parler, moi je trouve ça drôle, les gens ont le droit, puis c'est pas pour juger personne, mais tu sais, des affaires comme occupation double et tout ça, moi j'ai bien de la difficulté à saisir ça. Mais par contre, on va parler de politique puis d'économie. Ça, j'adore, là, tu sais, je vais parler de ça, là. Ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup, j'ai une passion longtemps pour Hollywood et tout ça. Mais il y a des choses pour lesquelles d'autres vont trouver important. Fait que celle-là encore, ça va selon les intérêts. C'est juste que je trouve ça moins intéressant, c'est sûr et certain. C'est sûr que aussi on est des gens aussi qui aiment avoir une connaissance des routines, mais de nos routines. On a une certaine ordre et une précision qu'on aime avoir. On aime quand les valeurs des gens en avant de nous sont claires, puis que les décisions sont pas influencées par des facteurs euh, externe qui peut nous sembler incohérent. Je veux dire, ça fait du bien, mais tes croyances qui t'appartiennent, ils sont à toi. Euh, c'est super important. On fait beaucoup attention aux détails et on a une bonne mémoire à long terme. C'est ce qui aide aussi probablement à mon analyse. C'est ce qui fait aussi probablement que mes petits ressentis viennent de là. C'est mon analyse des détails, tout ce que je vois, mon cerveau fait boum, 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 emboîte ça ensemble et ouf, ça pond quelque chose. C'est un running gag, là. Les gens autour de moi, des fois, me disent, coudonc, Julie, tu dors ça des fois? Non. Ça fait partie aussi des caractéristiques de plusieurs TSA. L'insomnie, et je suis insomniaque depuis ma jeunesse. Euh, et je fonctionne quand même bien, là. Au fond, on a une persévérance pour les choses qu'on recueille et qu'on classe. Donc, c'est sûr et certain que si on rentre dans un sujet que moi j'aime beaucoup, je vais chercher plus et on est plusieurs comme ça. Autre chose, si je fais face à une embûche et plusieurs sont comme moi, on va aller chercher la connaissance. Si je ne connais pas quelque chose et que j'ai affaire avec cette chose-là, exemple, moi j'ai eu un urinome de l'acoustique, donc c'est un tumeur bénin au cerveau. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup pour passer au travers toute cette épreuve-là, a été d'aller chercher la connaissance qui allait autour le plus que moi je pouvais. Je suis pas médecin, je suis pas neurologue, je suis pas ORL, mais il y avait une connaissance que je pouvais aller chercher. Donc, ma préparation mentale, moi, elle a été de lire, de rentrer en contact avec des gens qui avaient eu la même chose et de me préparer à ça. Autre chose particulière par rapport à cet événement-là dans ma vie, ça a quand même été une grosse opération de 12 ou 14 heures, là. Euh, d'environ 12 à 14 heures. Et je me rappelle très bien à l'hôpital que moi, quand on me posait la question, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu vas t'en sortir? Parce qu'il y avait quand même des chances que je sorte avec des grosses séquelles. Eh ben, c'était tous les facteurs que je faisais. Je m'étais fait un schéma. Voici pourquoi ça va bien aller. Voici pourquoi ça va mal aller. Et c'est ça, cette rationalisation-là de l'événement qui a fait en sorte que je m'en suis bien sortie. Toutefois, j'ai eu beaucoup de problèmes de mémoire, hein, puis ma mémoire était importante. Mon savoir aussi est important, cette capacité d'apprentissage pour moi, c'est un cadeau, c'est quelque chose de super important, c'est une de mes valeurs. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes de mémoire par la suite, ce qui a fait en sorte que j'ai fait une dépression. Donc, une première dépression, ça a été très, très difficile pour moi. Ça m'a amené beaucoup, beaucoup d'anxiété. Par contre, je m'en suis bien sortie, puis j'ai trouvé de l'aide et j'étais capable de passer au travers de ça. Euh, L'autre chose,
je veux vous amener les points positifs. Être TSA, pour moi, c'est une identité. C'est pas un diagnostic. Et ça, j'y tiens. Et c'est ce que je dis à mes clients. Euh, et je trouve ce point-là important et c'est positif. On est tous différemment faits et on est tous colorés. Et cette couleur-là, elle est importante, il faut la garder et il faut l'amener à autre chose, il faut la mettre en quelque part et en valeur. Et ça, c'est important parce que moi, sachant tout ça, maintenant, ça fait en sorte que ben, je réfléchis autrement des fois à des choses dans le sens que je vais analyser encore les choses, je vais être capable de prendre du recul et je trouve ça important. Donc, la notion d'identité TSA, beaucoup plus que de diagnostic, pour moi, c'est gagnant. Alors, avant de vous quitter, je voudrais vous dire que il y a quelques petits trucs ou petites choses peut-être qui peuvent aider dans vos contacts avec les TSA. Euh, J'aime beaucoup parler des mythes et tout ça. Euh, Entre autres, celui que c'est une maladie. C'est pas du tout une maladie. Je ne suis pas malade. Au fond, je suis divergente. J'ai tous mes morceaux, mais ils sont juste connectés différemment. J'aime beaucoup faire l'analogie que c'est un peu comme j'ai un iPhone ou un Android. Ces deux téléphones, les deux ont la même fonction. La seule chose, c'est que c'est l'exploitation, le système d'exploitation qui est différent. C'est un peu ça, je trouve, avec nous. L'autre chose, ne pas banaliser. C'est pas parce qu'on voit pas quelque chose que ce n'est pas là. Être à l'écoute et être patient. Et je dois dire que la dernière année pour moi a été super. Euh, j'ai eu l'occasion, entre autres, d'aller faire des sensibilisations dans les écoles. Euh, j'ai rencontré Tony Bédard de la SAAT et j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui à faire des sensibilisations secteur Témiscamingue. Et c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire. J'aime m'adresser aux gens, j'aime parler. Je l'ai dit, je suis verbomoteur, mais j'aime partager positivement les aspects de notre différence. J'aime semer pour pouvoir recultiver cette richesse-là qui est la différence. Je voulais vous dire que si jamais vous êtes curieux puis que vous aimeriez que j'aille parler, que ce soit dans une école, dans un groupe, etc., ça va me faire plaisir. Vous pouvez m'écrire à Julie Larochelle, TSA, à commercial outlook.com. Donc, tout écrit en un, en minuscule, Julie Larochelle, TSA, à commercial outlook.com. Ça va me faire plaisir. Parce que je crois que c'est plus qu'on en parle, plus qu'on rencontre des gens qui nous font du bien, plus qu'on normalise la chose entre nous par rapport aux neurotypiques, plus on va défaire des barrières. Et je dois dire aussi que c'est grâce moi à des conversations avec quelqu'un que je vais appeler ma petite fille. J'espère qu'elle va se reconnaître si elle voit la conférence. Toi, ma petite fille, avec qui j'ai eu des conversations au début de mon processus, tu me fais tellement de bien parce que pour une fois, j'avais quelqu'un qui avait les bons mots à la bonne place. Et ça fait toute une différence. Je vous remercie de votre écoute.